Bonjour à tous, on va laisser les dernières personnes s'installer. Je m'appelle François, bienvenue pour cette nouvelle conférence du Satis. Comme on est entre nous, on est en petit comité, on va se permettre des choses qu'on ne se permet pas d'habitude. L'interactivité, la vraie, c'est-à-dire vous n'hésitez pas à lever votre main et on sera ravis de prendre vos commentaires, vos questions, etc. Je suis très heureux de cette conférence parce qu'on a on a plein de gens de grande qualité qui viennent d'horizons très différents et même d'horizons géographiques très différents. On va en parler dans une seconde. Je voulais commencer par, on appelle ça le régional de l'étape au Tour de France. William Smith de Paris Match. Alors Paris Match, incroyable titre, plus de 70 ans déjà. Et toi, tu es un homme de vidéo à Paris Match. C'est bien ça ? Bonjour tout le monde. Donc effectivement, j'incarne la vidéo dans ce journal avec une grosse histoire, 70 ans, tu l'as dit. Tout l'enjeu pour un journal tel que Paris Match, c'est justement de se renouveler, de se diversifier, d'être présent sur les plateformes, sur les sites web, de rayonner. Et la vidéo, c'est un moyen parmi d'autres et un moyen assez important de pouvoir exister dans l'image, par exemple. Et donc, je développe depuis 5-6 ans. J'ai dû être le premier GRI en interne dans cette structure à devoir créer de la vidéo, s'adapter, adapter le contenu vidéo en fonction de comment on consomme l'actualité. Et depuis 6 ans, voilà, que dure cette aventure. Je suis passé par plein d'étapes différentes. Mon métier a complètement évolué en 6 ans. Les formats ont changé, le retour d'expérience aussi. C'est un work in progress permanent. Donc, en tout cas, voilà, c'est un médium qui est extrêmement intéressant aujourd'hui à développer et qui est stratégique en tout cas pour Paris Match. En tout cas, tu nous fais un beau teaser. Tu vois, j'imagine un truc en télé, on aurait un petit coming next, comme disent les Anglais. Sans transition, bienvenue JP Bonnet. JP, tu as été prof de sport, sportif de haut niveau. Là, tu fais du développement personnel depuis le Sud-Ouest, depuis le Pays Basque. Explique-nous, JP. T'as tout bon déjà, bonjour. Donc, je suis JP Bonnet. Effectivement, depuis 2015 maintenant, j'ai développé beaucoup la vidéo pour accompagner les gens. Donc, c'est beaucoup de création de contenu. Pourquoi la vidéo ? Parce qu'on travaille essentiellement, en tout cas sur le web, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, notamment plus Facebook pour ce qui nous concerne pour l'instant. On est en train de développer YouTube. Et ça permet vraiment de toucher un plus grand nombre et de le toucher d'une façon de qualité. Alors après, des niveaux de qualité de vidéo, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes exigences. Moi, mon métier, c'est d'accompagner les gens, c'est pas de faire de la vidéo. Donc, j'ai sûrement un niveau d'exigence moindre qu'un technicien qui va vouloir une image plus proche, etc. Mais en tout cas, c'est un formidable moyen de toucher les gens, de faire passer son message. Et je dirais qu'il y a plusieurs formes de contenu. Là où il peut y avoir vraiment une amélioration dans le contenu web, c'est les contenus, ce que j'appelle la tranche de vie, la vidéo pédagogique et la vidéo événementielle. Bon, événementiel, ça serait de faire des lives ici ou des vidéos ici, profiter de l'événement pour justement promouvoir son message. Je pense qu'on est tous là pour passer un message, hein, il me semble. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a moyen d'être visible sur le web, même en montrant des aspects imparfaits. Et c'est peut-être là-dessus que j'ai envie d'aller, c'est que ici on nous montre de la perfection. Je vois le matériel, je suis éberlué par ce qu'on peut produire aujourd'hui. Et à la fois, sachez que l'imperfection est un formidable vecteur pour toucher les gens, parce que ça nous rend humains, et qu'en face ils se disent j'ai affaire à des humains. Alors que si la perfection aujourd'hui, moi ce que je ressens par rapport à l'accompagnement dans le développement personnel, c'est ça, c'est que les gens ont l'impression d'être face à des machines, ce qui n'est pas faux. Mais derrière les machines, il y a des humains. Et on le voit, hein, sur ce salon, il y a beaucoup d'humains derrière les machines. Et voilà, moi, c'est là-dessus peut-être que je partirais. D'accord. C'est humaniser cet aspect technologique, parce qu'avant tout, on est là pour faire passer des messages. Alors moi, je te connais un peu mieux que les autres. Et je fais le teaser à ta place, tu veux bien ? Oui. Donc, en 2015, tu es passé de 10 000 abonnés Facebook. Non. En 2015, je suis passé de 1200 abonnés Facebook à 12 000 abonnés en 2 mois, en faisant un live Facebook par jour. Parce que c'est un. Alors normalement, attention, je vais dire, mais tu vas expliquer comment après ? Comment après ? Voilà, c'est là que s'arrête le teaser. D'accord, c'est ça. Non, mais ça, on ne l'avait pas assez répété, messieurs, dames, on est vraiment désolés. Doha, bienvenue. Alors là, tu vois, on était dans le Sud-Ouest, Pays Basque, on met un cap au nord, Wallonie, Belgique. Bienvenue, Doha.
Bonjour à tous. Doha Majouli, Miss Marketing, explique-nous. Alors moi, la vidéo, c'est vraiment une grande histoire d'amour passionnante. Je l'utilise pour 3 univers, mes 3 univers. Donc, je suis architecte d'idées, la fondatrice de Miss Marketing Magazine. C'est un média qui met en lumière les compétences féminines à travers des interviews, des vidéos, des Facebook Live, des Insta Live, et à travers un événement annuel qui s'appelle les rôles modèles féminins à Paris. 220 participants à Paris, respect. Oui, merci pour une première édition. Ça va. Chapeau. Le deuxième univers, c'est la vie sur l'eau. Donc moi, j'habite sur un bateau à Namur. Et en fait, je partage avec la vidéo la vie sur l'eau, les navigations, électricité, comment on fait par rapport au Wi-Fi, etc. C'est vraiment un autre mode de vie. Et le troisième univers, c'est le lacrosse. Donc je fais partie de l'équipe du lacrosse. La lacrosse canadienne, c'est comme le hockey, mais la balle en l'air. Et donc, je fais partie de l'équipe namuroise. Et donc, à travers la vidéo, c'est toujours la vidéo, le fil conducteur entre les univers pour partager chaque univers, les avantages, les privilèges, les inconvénients. Écoutez, formidable. Merci. Et alors, vous avez remarqué, messieurs, dames, on a parlé énormément contenu. Et là, maintenant, on va parler monétisation, les sous, du business. Hein bon. Et Sébastien Bouillet, très heureux de te recevoir également. Influence for You. Influence 4 You, c'est ça en français? À la française, c'est ça, Influence 4 You. Mais effectivement. Alors, plus gros cabinet ou société d'influence en Europe, explique-nous. Alors effectivement, donc moi j'ai monté avec mon frère en 2012, c'était Influence for You, et mon nom Sébastien Bouillet. Et en fait, comme toutes les, on va dire, belles histoires, à vous d'en juger, mais en tout cas, comme toutes les histoires, il y a eu un élément déclencheur qui a fait qu'on a monté cette société avec mon frère. Et l'élément déclencheur s'est passé en 2011, où on avait à l'époque juste un site d'e-commerce dans le gaming. Et ce site d'e-commerce, on cherchait plein de leviers marketing pour se faire connaître. Et on avait testé la presse traditionnelle, la radio, l'affichage sur les sites web, etc. Et un jour, il y a un mec qui nous contacte et qui nous dit moi j'adore votre concept, j'ai une grosse chaîne sur YouTube qui parle de gaming et j'aimerais parler de vous à ma communauté, est-ce que vous pouvez juste m'offrir un abonnement à votre service? On a dit pourquoi pas, on lui a envoyé des jeux vidéo et là il a fait une vidéo où il a mentionné le fait qu'il aimait bien notre site. Et il a mis un lien qui redirigeait vers notre site et il a fait sauter notre serveur en quelques heures juste parce qu'il y avait trop de monde qui avait cliqué sur ce site. Et en fait, ça a été l'élément déclencheur de notre aventure Influence for You. Et aujourd'hui, la vidéo fait partie des médias privilégiés par ce qu'on appelle les millennials, donc on va dire les gens qui ont moins de 35 ans pour faire simple, qui n'aiment plus trop lire. J'ai envie de dire qu'ils parfois ne savent plus lire, mais ça c'est un autre sujet. Et aujourd'hui, YouTube c'est le deuxième moteur de recherche du monde. Donc dès que je cherche quelque chose, je vais taper sur YouTube comment refaire ma salle de bain, comment changer un pneu. J'en sais rien, et je vais tomber toujours sur des vidéos qui vont m'expliquer la vie. Et c'est aujourd'hui un formidable vecteur de communication. Et de la même façon, on a sur d'autres réseaux comme Instagram ou Snapchat des formats, ce qu'on appelle des stories, des vidéos très courtes, où là, on va chercher complètement le côté humain, on n'a pas du tout de production vidéo. C'est vraiment, je raconte ma vie, c'est un peu la télé-réalité, mais en format très court. Et ça, ça passionne les gens qui ont, je vous dis, les millennials, qui ont moins de 35 ans aujourd'hui. Donc c'est vraiment des formats vidéo, qu'ils soient longs ou courts, qui intéressent le plus cette population. Donc JP nous faisait son petit teaser où tu as fait un x10 grâce à la vidéo sur Facebook en nombre d'abonnés. Est-ce que tu peux nous citer juste un chiffre qui va nous faire rêver pour le petit teaser là tout de suite? Alors il y a un chiffre que j'aime bien qui est la durée d'attention sur une vidéo. Je m'explique. On a travaillé avec une youtubeuse qui a fait la promotion d'un produit. Alors c'est très cliché là, c'était un produit cosmétique et on a regardé le temps que passait son audience à regarder la vidéo. C'était une vidéo de 10 minutes et on s'apercevait qu'à la moitié de la vidéo, au bout de 5 minutes, il restait encore 50% de son audience. Et on parle de centaines de milliers de personnes. Et on a fait un comparatif en achetant des vues sur YouTube parce qu'on peut acheter des vues. Et on a proposé ce même contenu à des gens qui n'étaient pas abonnés à cette influenceuse-là. Et à la moitié de la vidéo, il ne restait plus que 5% de l'audience qu'on avait acheté. Donc tout ça pour dire que quand on est fan de quelqu'un, on a tendance à regarder complètement le contenu qu'il nous propose et à rester potentiellement des minutes à suivre les conseils de cette personne-là. Et ça, par rapport à un média très classique, enfin publicitaire classique, ça a un impact qui est 10 fois plus supérieur. Donc le contenu est roi.
le contenu est roi, j'ai envie de dire, le côté humain, la personne et la confiance qu'on accorde à cette personne, c'est ça la clé aujourd'hui du marketing, en tout cas pour moi, du marketing d'influence. Merci, belle intro. On a planté le décor. Je propose qu'on revienne à William Smith de Paris Match. William, quand on a préparé, tu m'as parlé de réalité virtuelle. J'ai vu que tu avais fait des choses en 360. Quand tu m'as envoyé des photos de toi que j'ai utilisées sans modération sur les réseaux sociaux pour présenter cette séance, j'ai vu des drôles d'appareils avec 6 objectifs, d'autres appareils bizarres que tu tenais dans des positions pas possibles. Explique-nous, qu'est-ce que tu fais à Paris Match ? Donc Paris Match, c'est la vidéo flat classique, la vidéo qui est formatée aussi pour les réseaux sociaux, la vidéo d'actu assez classique qui peut s'apparenter à ce que peut produire des télévisions et compagnie. Mais effectivement, on explore d'autres façons de raconter des histoires. Et puis la VR, c'est quand même quelque chose, c'est une nouvelle techno qui est apparue il y a 4-5 ans, qui remonte en fait à plus de 20 ans, mais qui est abordable pour des titres de presse depuis 4-5 ans. Donc juste pour replacer les choses dans le contexte, VR, rappelle-nous en 30 secondes ce que c'est. C'est de la réalité virtuelle. Alors moi, je suis plutôt spécialisé dans la vidéo 360, donc c'est quelque chose de linéaire, c'est-à-dire qu'on a un contenu immersif qu'on regarde dans un casque, on suit une histoire, on suit des actions, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de voilà, c'est pas quelque chose d'interactif, c'est pas comme un jeu vidéo, etc. On est là pour raconter une histoire, faire vivre une expérience. Le terme expérience est vraiment très très bien choisi là-dedans parce que chacun peut vivre son expérience différemment. C'est-à-dire qu'en fonction de la scène qui se déroule dans le casque, finalement c'est l'utilisateur qui décide de là où regarder. Nous on peut juste un tout petit peu influencer à gauche, à droite son attention. Ce qui fait qu'une personne, par exemple mon voisin, s'il regarde la même chose que moi, il n'aura pas la même vision du film, puisque quand il va se retourner à droite, peut-être que moi je serai à gauche à ce moment-là, et le plan d'après du coup va s'adapter en fonction, donc il aura vécu le film différemment. Et une bonne expérience VR, c'est tout simplement une expérience qu'on a envie de revoir, parce que justement il y a différentes facettes à explorer. Et pourquoi ça intéresse Paris Match ? Parce que c'est un médium qui est... qui provoque beaucoup d'émotions, tout simplement. On est souvent en hauteur d'homme. Le poids des mots, des chocs des photos. Voilà, ça pourrait être le choc, effectivement, de l'image 360, parce que l'émotion, l'empathie, c'est quelque chose qui est exploitable dans cette techno. Et puis, Paris Match est aussi connu pour avoir un certain nombre d'accès. C'est un petit peu ce pourquoi on est reconnu un peu aujourd'hui. Et de pouvoir transporter nos utilisateurs vers ces accès-là, c'est un espèce de fantasme, sans compter qu'en plus il y a un storytelling à adopter avec cette techno qui fait rêver tous les créateurs qui se lancent un peu là-dedans, modestement pour ma part, mais c'est vrai que quand je vois un peu la sélection des films 360, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous balader sur le Satis, ça va très très loin, hein, les délires vont très très loin, l'expérience est très forte et on s'aperçoit que un média comme Paris Match, certes c'est de la photo, c'est des histoires classiques, etc., des récits, ça peut s'adapter avec cette techno-là et voilà, et ça nous permet nous d'exister en espérant effectivement que ça se développe, ce qui n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui, mais en tout cas ça peut nous permettre de continuer notre savoir-faire, qui est donc de raconter des histoires et de sensibiliser les gens et voilà. Alors moi j'aime quand on est pratico-pratique. Il y a plein de gens dans la salle qui sont là pour avoir de la viande à manger. Est-ce que tu peux nous citer une histoire, un film qui t'a particulièrement... voilà. Si tu avais à dire, tiens, dans l'histoire de William Smith de Paris Match, c'est ce film-là que je garderais. Ça serait lequel ? Une thématique, si tu veux. Alors, c'est assez compliqué en VR, tu veux dire, ou en vidéo ? Pourquoi pas ? Ouais, en VR, oui, absolument, puisqu'on parle de cet univers 360. Oui. Je veux prendre le dernier film que j'ai fait, qui est sur un sujet assez, on va dire, dans le cadre d'un partenariat qu'on a fait avec le Centre des Monuments Nationaux, qui s'occupe de gérer les différents monuments en France, Notre-Dame, etc. Et ils ont un monument pas très très connu qui s'appelle la Villa Cavrois, qui est une villa d'architectes qui se situe à Lille, pas très loin de chez toi. Et c'est une villa assez dingue parce qu'elle a été complètement abandonnée alors que c'était un joyau architectural des années 30 avec une grande famille bourgeoise, etc. Paul et Christine Cavrois. Et le principe de la VR, c'est de redonner vie à ce lieu avec des comédiens, avec une reconstitution. Ah oui. Et on fait jouer, alors c'est une évocation totale, hein, on n'est pas du tout dans un truc reconstitution fidèle et compagnie. Ça a été fait avec...
3 francs 6 sous, pardonnez-moi, mais c'est qu'on n'avait pas beaucoup de moyens pour faire des vrais costumes, mais peu importe, il y avait des dialogues, il y avait de la vie, et ce lieu qui est complètement magnifique, je vous invite à aller le visiter, de pouvoir mettre de la vie dedans, et de pouvoir restituer une expérience avec de la vie, avec juste des actions de vie classiques, des invités qui viennent, une réception, un dîner, voilà. Ça a été, je trouve, une piste de travail qui a été très intéressante. Et je crois que les retours ont été plutôt cool, en tout cas du côté de notre partenaire. Et même si c'est pas un sujet très match entre guillemets, ça ouvre la porte à plein d'autres façons. Voilà, je pense que mon rêve, ça serait vraiment d'agglomérer justement la ligne éditoriale de mon magazine avec cette technologie-là, cette possibilité de création. On n'est pas exactement dans de l'actualité brute, on est plus dans de la restitution, dans de l'évocation. Mais voilà, le champ des possibles, en tout cas, va au-delà de ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant. Bien. Merci. À côté de toi, JP Bonnet, pas de costume, tu n'écris pas les dialogues. Toi, c'est du spontané. Avec ton épouse Sandra Gorli. Oui, mais je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à différencier Facebook et YouTube. Facebook, c'est vraiment de la vidéo intrusive. C'est-à-dire que vous êtes sur Facebook et vous regardez le feed d'actualité et on vous présente des choses. Pas forcément des choses que vous avez envie. Donc, en termes de vidéo, en termes de live, ça veut dire qu'on a 5 secondes, ça monte jusqu'à 15, mais entre 5 et 15 secondes pour attirer votre attention, pour faire en sorte que vous ayez envie de regarder plus loin la vidéo. Et là où la technologie, pour moi, elle est hyper importante, c'est qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé ces fameux lives, là où je suis passé de 1002 à 12 000, le format était carré, 4 tiers, c'est ça, si je ne me trompe pas. Non, format Facebook était carré. Et les algorithmes étaient plus gentils avec nous, donc on pouvait faire ce qu'on appelle de l'organique, c'est-à-dire pas besoin de faire de pub, rien. Donc ça montait assez vite. Et les téléphones n'étaient pas encore aussi performants, même s'ils étaient déjà performants que maintenant. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut faire une tranche de vie. Et c'est ça qui va attirer les gens de Facebook. Une tranche de vie où, effectivement, il n'y a pas de maquillage, il peut y avoir. J'ai démarré une vidéo dans un placard avec une lanterne pour parler de la plus grande peur. Donc on peut faire des mises en scène si on veut. Mais avec la qualité de téléphone qu'on a aujourd'hui, ou même d'appareils photo qui sont capables de filmer, les outils technologiques qu'on a, on peut faire des tranches de vie hyper perfectionnées, hyper classe, qui vont pouvoir attirer l'œil et en même temps attirer l'attention des gens sur Facebook. Ça, c'est Facebook. Alors JP, avant que tu passes à YouTube, Facebook, tu es aujourd'hui à 37 000 abonnés. Oui. Comment est-ce que tu es passé de 10 à 37 ? Alors, moi j'ai continué les vidéos. Alors, je faisais plus une par jour parce que vous imaginez 365 jours, une vidéo par jour, c'est quand même 1 heure de temps. Je suis coach avant tout, je ne suis pas vidéaste. Donc j'ai ralenti, j'en faisais 1 par semaine, voire 2 par semaine, 2 lives par semaine, que je transformais en vidéo que je mettais sur YouTube, mais sans prendre vraiment grand soin de ma chaîne. Donc ça n'a pas forcément développé la chaîne, ça fait du contenu. C'est comme ça que je suis passé, c'est en continuant et en faisant un peu de pub par la suite, parce que de toute façon Facebook nous y oblige. Donc quand tu parles de l'organique, juste pour replacer naturellement, sans faire de payer. pub, sans rien, sans payer. Voilà, comme si le cabinet du médecin se remplissait sans qu'il ait à faire de pub. Enfin, le médecin n'a pas besoin, mais d'autres sans faire de pub ou quoi que ce soit. YouTube, les gens viennent chercher quelque chose de précis. Ça veut dire que là, vous pouvez vous permettre de faire du contenu pédagogique en studio, moins spontané. Ouais, moins spontané. Moi, j'aime bien le spontané, donc j'en ferai toujours. Mais moins spontané parce que les gens cherchent quelque chose de précis. Là où vous devez être bon, c'est sur le titre. Il faut que ça corresponde à la recherche. Mais effectivement, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Si les gens trouvent ce qu'ils ont cherché, ils vont rester. Voilà, c'est les deux vraies différences. Donc, il y a vraiment un domaine où il faut utiliser la technologie et tout ce qui met à notre disposition, est formidable. Sur YouTube, effectivement, ça dépend ce que cherchent les gens. Nous, ils cherchent des conseils pour avoir de la confiance, de l'estime de soi. La qualité de la vidéo derrière, c'est pas leur premier souci. Le seul truc que je disais à midi, c'est que le truc qui doit être bon, c'est le son, parce qu'on peut regarder une vidéo jusqu'au bout si le son est bon. En revanche, s'il n'est pas bon, on ne regarde pas. Alors que si l'image est moins bonne, on va quand même écouter. Donc il y a vraiment une différence là-dessus. Voilà. Merci. Et oui, on a confondu Rends ta vie sublime avec ma femme, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que je ne suis pas bon dans le teasing, moi. Donc Rends ta vie sublime, c'est notre société, et on accompagne les gens à trouver leur vie sublime. Et donc c'est le nom que vous trouverez sur YouTube, sur Insta, sur Facebook et pour le site web. Paris Match, c'était plus évident. Paris Match sur les réseaux sociaux également. Je pourrais ajouter quelque chose par rapport à ces réseaux sociaux. Bon,
je parlais avec beaucoup de romantisme et tout de la vidéo jusqu'à maintenant. Il faut parler aussi forcément des réseaux sociaux et de la façon dont ça a vampirisé finalement la consommation de l'actualité, en tout cas pour mon domaine. C'est évident qu'aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de taux d'attention de quelques secondes. Évidemment que tout le travail de la vidéo consiste à s'adapter justement à ces réseaux sociaux. Alors il ne faut pas les voir comme quelque chose de négatif. C'est des plateformes qui sont très bien faites, qui sont intrusives ou pas, en fonction de YouTube, Facebook ou Instagram, peut-être un peu plus quali, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'un média mainstream comme le mien doit s'adapter tout simplement au format aujourd'hui. C'est une question de survie. Donc de toute façon, on est obligé de jouer les règles de Facebook. Facebook a vachement mis en valeur la vidéo il y a quelques temps, avant de changer les règles et de passer sur un format plus de 3 minutes, parce qu'on avait tout intérêt, si vous voulez, à nous produire, à mettre en avant du format de vidéo de plus de 3 minutes, plutôt qu'un autre format, la photo ou le texte, parce que c'était ce qui était valorisé par l'algorithme, etc. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose aussi des questions sur l'avenir, effectivement. Est-ce que les gens vont continuer à consommer ou pas de façon uniquement unilatérale vis-à-vis de ces réseaux sociaux? Est-ce que ça va être seulement la porte d'entrée pour consommer de la vidéo, tout en sachant qu'au même moment, il y a une défiance aussi qui augmente vis-à-vis de ces réseaux sociaux, vis-à-vis des GAFA, etc. Donc voilà, comment faire pour s'adapter justement à tout ça? C'est en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est l'enjeu du moment, quoi. Intéressant. Doha, on a parlé contenu, on a parlé finalement image. Toi, tu travailles énormément sur la différenciation. Déjà à travers le Miss Marketing, à travers toute l'image que tu véhicules, à travers le fait que tu es sur une péniche et que tu communiques énormément autour de ça. Tu as fait un petit teaser pour cette conf aujourd'hui depuis ta péniche. C'est ça. Explique-nous, dis-nous. Alors moi, la vidéo, je ne l'ai pas choisie dès le premier choix, parce que pour produire du contenu, soit la photo, soit la vidéo, soit les articles, donc le contenu. Et donc j'ai fait l'expérience d'être chroniqueuse radio sur RTBF. J'ai invité des entrepreneurs à projets atypiques. J'ai lancé les podcasts, mais c'est pas vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est pas quelque chose qui fait vraiment vibrer. Les articles, pour écrire un article, ça me prend 1 semaine, voire 2. Donc c'est pas quelque chose de très fluide. Et après, j'ai passé le cap de faire une première vidéo. La première vidéo, ça m'a pris 3 semaines pour vraiment être sûre que c'est la bonne vidéo. Après, j'ai fait crescendo, j'ai fait des interviews, une interview par jour pendant 30 jours. Jusqu'à ce que j'ai fait le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. Tous les jours, je faisais une vidéo, mais tous les jours, même quand je manquais d'inspiration, je trouvais quelque chose. Et là, j'ai vu en fait qu'il y a une très grande communauté qui me suivait tous les jours, même si je parle de bateau, je parle d'entrepreneuriat, des personnes qui n'ont rien à voir avec le marketing ni la communication. C'est juste le plaisir de vivre une aventure avec moi. Et il y a aussi de l'interaction. Je pose des questions, je fais des sondages. C'est pas du contenu qui est hyper niché, qui est hyper bien fait comme YouTube, mais c'est plutôt du contenu qui reflète ma personnalité. Il y a du spontané, mais il y a une certaine structure, 5 minutes maximum. Et là, j'ai vu vraiment la différence. Et c'est après ça, je me suis dit, mais la vidéo, c'est vraiment pour moi. Je vais continuer à faire de la vidéo et à faire bien évidemment les interviews pour mettre les femmes, surtout les femmes, en lumière à travers la visibilité. Alors, tu as un point commun avec Sébastien qui est à côté de toi. C'est que moi, je t'ai connu, Doha, tu faisais une formation sur les influenceurs et comment travailler avec les influenceurs. Est-ce que tu peux nous en dire En fait, avec la vidéo, on grandit. Donc, on prend un premier domaine, puis à force de s'entraîner, de voir des gens, d'avoir de retour des gens, on monte d'un étage et on peut changer le domaine, on peut l'affiner. Et je trouvais en fait que quand les gens regardent mes vidéos, après ils m'invitent pour des soirées, pour networking, les réseaux féminins notamment. J'étais même sélectionnée lauréate du prix Femme Chef d'entreprise de Belgique. Donc c'est énorme parce que les gens voient le travail qui est derrière. Et suite à cela, en fait, il y a des invitations qui se font. Et du coup, j'étais entourée par des influenceurs, des influenceuses, que ce soit en Belgique, mais surtout en France, parce que j'ai plutôt en fait mon réseau plus développé en France qu'en Belgique, bizarrement.
Et donc, c'est pour ça que j'ai organisé des événements physiques. Donc, il y a des événements virtuels comme le Congrès international dédié au marketing au féminin, le CIMOF. Et à travers ça, j'ai invité des influenceurs pour partager leur expertise, leur expérience, pour inspirer d'autres femmes aussi. Merci Doha. Donc Sébastien, influence. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept juste en 30 secondes avant peut-être de détailler un petit peu. Mais donc toi, est-ce que finalement tu n'es pas l'équivalent d'un agent dans le monde du cinéma ou de la chanson ou d'un manager ? Alors, sous certains aspects, oui, mais non, en fait. Les influenceurs aujourd'hui sont devenus des gens qui sont extrêmement sollicités par les annonceurs et les agences de communication qui veulent absolument travailler avec eux. D'ailleurs, que ce soit des agences RP, que ce soit des agences dédiées aux social media, des agences dédiées à l'achat média aussi, tout le monde veut travailler avec les influenceurs. C'est un marché qui croît de plus de 50% par an depuis l'origine. Donc Est-ce que tu es autorisé à nous citer des noms d'influenceurs ? D'influenceurs ? Ah oui, les plus connus, vous avez peut-être déjà entendu parler, sont dans l'univers féminin. On va voir Enjoy Phoenix, Sanana, Soria. Si on est sur de l'humour, on va être sur Norman, Squeezie, Cyprien, Natou. Mais après, il y a des influenceurs pour tout. C'est-à-dire qu'il y a des influenceurs qui sont dédiés au voyage. Il y en a qui sont dans le sport. Il y en a qui sont même dans des univers très niches. Est-ce que vous saviez qu'il y a un YouTuber qui retranscrit les sessions de Public Sénat pour interagir avec sa communauté. La communauté pose des questions. Alors c'est pas une énorme communauté, c'est quelques milliers de followers, 50 000 followers, donc c'est quand même pas mal, mais il y en a qui ont beaucoup plus. Donc il existe des influenceurs pour tous les sujets. Et donc moi en fait mon métier c'est d'être contacté par des marques ou des agences de communication qui me disent je veux mettre en avant un produit, un service, je veux parler d'un sujet en particulier, parce qu'on travaille aussi avec des institutions publiques qui veulent mettre en avant le dernier projet qui a été réalisé et dire combien c'est formidable d'avoir pu financer ce projet-là. Et donc moi, je vais identifier le ou les bonnes personnes pour relayer ces messages-là, en ayant pleinement conscience que ces gens-là ne sont pas des experts. C'est pas alors quelques-uns sont aussi journalistes, mais ça c'est, on va dire, c'est anecdotique. À la marge. Voilà. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément, qui peuvent parler de physique mais sans être docteurs en physique, qui peuvent parler d'environnement mais sans être forcément dans une organisation environnementale, etc. C'est juste des gens qui sont passionnés et qui ont trouvé une légitimité aux yeux des gens qui les suivent. Donc les gens aujourd'hui font plus confiance à un influenceur qu'à un homme politique, qu'à un professeur. D'ailleurs, il y a même des professeurs qui utilisent des vidéos d'influenceurs dans leur cours parce qu'ils trouvent que en fait, il explique vachement mieux le cours que eux. Parce qu'ils parlent le même langage que ses élèves. Donc, alors la question à 2 000 €, ou je sais pas, ou 10 000 ou 1 million, j'en sais rien, j'ai perdu tout. Enfin, tu vois, moi les chiffres. 1 million, c'est trop. La question, je suis youtubeur, je démarre, personne n'est encore venu taper à ma porte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et voilà, c'est pour ça que je suis pas agent, c'est parce que je ne peux pas donner le conseil de pourquoi ça marche. En tout cas, je les félicite toujours de se lancer, parce qu'il faut quand même se dire au début, comme tu l'as fait sur ta première vidéo, tu as peut-être passé des jours et des jours, voire des semaines à faire un contenu. Et au début, il y a 2 personnes qui regardent la vidéo, donc votre mère et vos amis. Et et il faut quand même avoir la persévérance pour créer du contenu qui va être vu au début par 3 personnes, puis 10. Puis 100, puis 1000, et là après on commence à avoir une certaine notoriété. Donc moi, le conseil que je donne à chaque fois aux gens qui veulent évoluer sur ces réseaux, c'est surtout parler de vous avec votre cœur. Ne cherchez pas à devenir célèbre. Peut-être que vous y arriverez, et tant mieux pour vous, mais si vous cherchez la célébrité, vous êtes sûr de passer à côté, parce que c'est comme si on demande à un musicien fait le tube de l'année. Il sait pas faire. Il va faire le tube qui lui plaît à lui, et si ça se trouve, ça va plaire aux autres. C'est la même chose pour les influenceurs. Jolie transition. William Smith, Paris Match. Encore une fois, on l'a dit, 70 ans, une magnifique aventure. Concrètement, toi, l'avenir, tu le vois comment par rapport à la vidéo ? On a ce magnifique média papier, historique, super, bien léché, je reprends tes termes. Oui. Tu vois comment le point de croisement ? L'avenir, il est, en tout cas pour la partie print, il est assez incertain, puisqu'on sait qu'une photo exclusive le reste pas très très longtemps maintenant avec le web. Donc si vous voulez, pour moi l'avenir, il faut absolument qu'il y ait une valeur ajoutée en ce qui concerne
le digital, mais aussi en particulier la vidéo, puisqu'on est là pour parler de ça. Donc de toute façon, il va falloir qu'on se positionne de plus en plus, qu'on garde au chaud un peu nos exclus qu'on gardait avant pour le print, mais qu'on devrait peut-être les réserver pour le digital davantage, ou voire pour la vidéo, qu'on continue à faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire raconter des histoires, être dans l'humain, être dans les accès et compagnie, mais de privilégier effectivement le digital, d'être présent, d'investir les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux, de devoir s'adapter à tout ça, puisque maintenant c'est incontournable de toute façon. Donc d'ici quelques années, le print restera la vitrine number one, mais peut-être que en termes aussi concrètement comment travailler. C'est vrai qu'on était jusqu'à maintenant habitué sur un binôme photographe-rédacteur, par exemple, pour aller sur le terrain. Je pense qu'il faudra, et c'est tout un gigagne au passage, mais c'est vrai qu'il faudrait aussi que la vidéo soit beaucoup plus présente sur le terrain aussi, pour pouvoir produire nos contenus fidèles à ce qu'on sait faire. Et en tout cas, encore une fois, dans cette logique d'avoir une valeur ajoutée pour le digital. Pas être qu'un robinet à info et pouvoir être présent sur Google, etc. Il faut que les gens et cette démarche d'aller sur Paris Match pour s'informer, avoir ce truc en plus. On va tous se diriger vers un paywall. Je suis pas dans les strates de mon groupe, mais évidemment qu'il va falloir à un moment donné que tout ça soit rentable, que sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, va falloir faire des vidéos plus longues. Il y a une logique économique derrière, puisque maintenant ça y est, on peut monétiser aussi bien la vidéo sur le desktop que sur le social media, puisque ça devient quelque chose de monétisable. Donc il faudra de toute façon faire de la qualité, avancer. J'ai parlé tout à l'heure un petit peu de la défiance vis-à-vis aussi de Facebook et des GAFA. Je pense que c'est important de signaler quand même que les gens peuvent boycotter aussi ces plateformes à un moment donné aussi. Donc on est aussi un peu dépendant de voir un peu comment ils vont réagir aussi, quoi. C'est-à-dire, voilà, il y a des questions un petit peu en suspens, comme la vente de données personnelles, comme voilà, les scandales avec Facebook sur les élections américaines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut pas non plus être trop dépendant de ces choses-là, mais en même temps, voilà, ça devient incontournable aussi. Donc, l'avenir, c'est un espèce à la fois de l'adaptabilité, pardon. Et aussi, je pense, rester aussi fidèle à ce qu'est le magazine, c'est-à-dire un truc qui est quand même rentré dans l'inconscient des Français, en tout cas dans toute la France. Je parle aussi de la France, des campagnes, des provinces. Ma grand-mère est encore une lectrice assidue de journal. Mais rester ancré dans cette tradition-là, mais forcément en s'adaptant à tous les autres, à toutes les possibilités, à tous les moyens de rayonner, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y a une question pour William Smith de Paris Match? Non? Pas de commentaires non plus? Ça vous inspire pas? Paris Match. C'est pas grave. C'est un choc. C'est vrai, le poids des mots, le choc des photos. Mais tu vois, je sais pas quand ce slogan est sorti, mais tu vois, c'est un truc qui est grave. Marketeux qu'on fait ça. C'est carrément gravé dans la conscience collective, on va dire. JP Bonnet, donc YouTube, Instagram, Facebook, une communauté grandissante. Avant de te demander comment tu voyais l'avenir, je sais que tu es très actif sur un mélange de pages Facebook, également de groupes Facebook. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la démarche? Oui, mais je vais encore rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Il n'arrête pas de rebondir. Vous voyez le prof de sport, hein. On se refait pas. Il faut que je t'explique. On voit qu'il a été dispensé de sport. Hein. C'est la balle qui rebondit. Moi, je rebondis pas. Non, mais c'est sur l'histoire de l'expert, la différence entre l'expert et l'influenceur. Et on en parlait tout à l'heure encore, c'est que c'est une histoire de transmission et de façon de transmettre. Et l'influenceur, c'est un passionné qui a envie de transmettre ce qu'il passionne. Du coup, il le transmet avec sa passion. Il y met du cœur, il y met de l'envie, lui, il est super motivé, etc. Et tout ça, finalement, ça veut dire qu'il vibre ce qu'il est en train de partager. Et là, on va dépasser un peu la technologie. On rentre dans la vibration. Et si, quand vous êtes face à la caméra et que vous êtes en train de faire une vidéo, que vous utilisez la technologie, vous vibrez vraiment ce que vous êtes en train de dire, là, en face, ça accroche. Parce que ça dépasse l'œil, ça dépasse l'oreille. C'est une histoire de sensation qui va se produire en face. Et le passionné, il sait faire ça naturellement parce qu'il ne le fait même pas exprès. Le prof qui va être bon, c'est le prof qui va être passionné et qui va vous transmettre sa passion. Et lui va vous passionner vous aussi, et c'est pour ça, et c'est là la différence. Celui qui va se contenter de dégurgiter les choses qu'il a ingurgitées auparavant, eh bien, il ne va pas vous passionner, à moins que vous soyez vous-même un fou des stats, des trucs techniques, etc. Et le risque, c'est l'endormissement, comme beaucoup d'élèves dans les classes aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vraiment, et c'est ça qui fait leur force, et effectivement, ce sont des influenceurs.
Et ta question, c'était quoi? Alors, avant la question, est-ce que vous avez une question ou un commentaire pour JP Bonnet de Rends ta vie sublime? Ah, c'est trop tard, c'est moi maintenant. Ah non, désolé. Mais je peux peut-être répondre à la question qui est pour lui. Espèce de transfuse, quoi. Voilà, donc je reviens, je suis désolée. Justement, j'ai une question parce que la réalité virtuelle, elle reste encore très marginale, malheureusement. Comment vous faites justement, comment vous faites pour que vos vidéos 360 sont vues justement par image? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne en fait? Est-ce que vous avez, voilà. On est au stade de l'exploration, donc on n'a pas encore de retour sur du long terme. Évidemment que c'est compliqué aujourd'hui de consommer de la VR. Je pense que si on fait un sondage ici, les gens qui ont des casques à la maison, il y en a peut-être un certain nombre, parce que vous êtes ici au Satis, donc c'est un salon quand même un peu dédié à l'audiovisuel. Mais concrètement, je crois qu'il y a eu 30 ou 40 millions de casques qui ont été vendus depuis 2 ans. Donc l'enjeu pour un film 360, c'est d'être présent sur ces plateformes, d'être acheté par Facebook sous forme de licence, etc. Donc le modèle économique, il existe. Maintenant, concrètement, le public, il n'est pas encore mature, on va dire. Donc, mais c'est pas grave. Il faut être présent quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de parallèle à autre chose. Il ne s'agit pas de tout miser sur la VR, mais il s'agit quand même d'avoir une présence. On peut marquer les esprits avec un bon film VR. En présentant par exemple au 360 Festival ici par exemple, et faire le tour du monde avec un film, c'est des choses qui sont possibles. Donc on va dire que pour l'instant l'intérêt il est d'abord voilà, plus en termes d'image plutôt que de faire de l'audience, etc. Maintenant les films VR coûtent très cher pour l'instant, enfin coûtent très cher. On va dire qu'on peut s'en sortir pour une dizaine de milliers d'euros pour faire quelque chose de qualité. Avant d'atteindre on va dire un intérêt financier là-dessus, oui, il faut le vendre, et ça ne se vend pas 10 000 euros à chaque fois. Donc c'est sûr que le modèle économique, il n'est pas encore mature. Moi, personnellement, j'y crois, pour plein de raisons. Maintenant, voilà, je pense que la démocratisation va se faire progressivement. Les gens peuvent déjà avoir un aperçu de la VR sur Facebook. Facebook va accélérer son développement. YouTube aussi. Le problème, c'est que l'expérience sur desktop via YouTube, c'est quand même pas la même chose qu'avec un casque. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens se lassent très rapidement avec le casque VR. Ouais. Mais c'est vrai, effectivement, tu peux être connecté via Internet avec les casques, mais il y a la 5G effectivement qui fait tous un petit peu, qui fait tous un peu, qui excite un petit peu tout le monde, parce que ça veut dire qu'on pourra consommer avec son portable de la 360 avec une bonne bande passante plutôt conséquente, donc on pourra profiter de l'expérience à peu près correctement. Donc voilà, on attend encore un peu forcément. En tout cas, ça serait une erreur aujourd'hui, je pense, d'ignorer complètement ce médium-là qui suscite de l'intérêt technologique aussi, mais artistique aussi, tout simplement. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a le monde du jeu vidéo qui est aussi qui est beaucoup plus en avance que le reste. Et les consoles sont de beaux lecteurs 360. Ouais, tout à fait, ouais. Même si les expériences sont pas exactement les mêmes, on peut imaginer sur PlayStation 5, je sais pas quoi, un onglet actu, je sais pas qu'est-ce qui est possible de faire. En tout cas, notre intérêt à nous, c'est d'avoir un pied avec tous ces acteurs-là et de pouvoir essayer de se faire une petite place, effectivement. Mais le but, c'est de rentrer, c'est d'avoir un contenu qui soit accessible facilement, payant ou pas. Tout dépend un peu de la démarche des gens et de leur envie. Après, sur le marché français, si vous avez envie de vous intéresser un peu à la VR, vous pouvez aller dans les différents LBE qui existent à Paris. Il y en a déjà au moins 10 ou 15 LBE à Paris. LBE, c'est Location Based Entertainment. C'est des cinémas, c'est des expériences VR, des virtual rooms, des trucs comme ça. Et ça, déjà, il y a des films qui sont disponibles pour toutes sortes d'expériences. C'est-à-dire que vous allez faire un jeu vidéo parce que vous êtes jeune et que vous avez envie de vous castagner, mais peut-être que votre grand-mère ou quelqu'un voudra avoir un truc plus pisse ou un documentaire ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important qu'il y ait une offre générale vis-à-vis de la VR, que ce soit du documentaire, des portraits comme ce que pourrait faire ma marque. On ne se positionne pas sur les escape games et compagnie, mais c'est bien qu'il y ait aussi ce type de contenu, ce qui permet tout simplement d'avoir une offre assez complète. Et c'est ça qui va permettre de lancer complètement la VR, tout simplement. C'est d'avoir différents types de contenus, quoi. Alors, offre assez complète. JP, bonne transition. Est-ce que tu pourrais expliquer comment vous structurez votre offre, par exemple sur Facebook, où vous avez un mélange de pages d'un côté, vous avez des pages perso, vous avez des pages pro Rends ta vie sublime, vous avez des groupes. Comment est-ce que vous articulez tout ça? C'est beaucoup de choses. Là où je vois le truc intéressant par rapport à ta question sur la console, par exemple, ce qu'aime le gamer, c'est l'interactivité. Donc ce qui est important que tu mettes, si tu veux que sur ta console, le gamer il aille voir ça, c'est qu'il y ait une part d'interactivité dans l'histoire qu'il va aller regarder.
Donc c'est peut-être ça la piste. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui sur Facebook, nous, c'est ça qu'on crée. On crée de l'interactivité avec les personnes en face, on crée de la conversation. C'est-à-dire que l'intérêt d'avoir des groupes Facebook qui sont différents des pages ou parce qu'on peut discuter avec eux. Et ce que recherchent les gens aujourd'hui sur tous les médias sociaux, c'est la conversation. C'est pouvoir interagir avec le passionné, avec l'influenceur, poser des questions, avoir leurs réponses qui leur sont finalement presque dédiées. En tout cas, ils ont cette impression. Et là, on sort, nous, d'un défi 7 jours. C'est-à-dire que pendant 7 jours, on a créé un groupe exprès pour ça. Bon, c'était le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est ne pas manger pendant 16 heures et manger après pendant 8 heures. Voilà, enfin, pas tout le temps, hein, juste 3 repas. Mais c'était l'occasion de les amener à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, on a créé un défi dans un groupe. Et pendant 7 jours, finalement, on a conversé avec eux. C'est-à-dire qu'on a fait des lives. Il y avait des personnes présentes, des dizaines de personnes présentes pendant les lives, chaque soir. On a créé des méditations, on a créé des choses comme ça, on a créé de l'interaction avec eux grâce, évidemment, à la technologie. Parce que si on a pu faire tout ça, c'est parce qu'on a fait du broadcast avec des petits logiciels trouvables sur Internet, hein, rien à voir avec ce que j'ai vu en bas, qui me fait rêver d'ailleurs. Mais voilà, et on crée de la conversation. Et c'est à ça que servent les groupes. La page reste un outil qui nous permet de faire tout ça, c'est tout. Et aujourd'hui, l'avenir, c'est comme tu disais, ou comme toi tu dis, parce que finalement, ça se réservait à un petit groupe pour l'instant, ce que tu proposes. C'est un peu élitiste finalement, il faut un casque, il faut machin. Nous, justement, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre et de converser avec eux. Donc, on remet l'humain, toujours l'humain. Et les gens aujourd'hui, ils ont envie de rendre humain les plateformes, les réseaux sociaux, les médias au maximum. Ils ont envie de sentir qu'on leur parle vraiment à eux. Voilà, pas juste qu'on veut leur vendre un truc. Alors, est-ce que quelqu'un veut vraiment parler à JP Bonnet en lui posant une question ou un commentaire? Non, mais même une fausse question, c'est juste pour en avoir JP une. est adorable, il est un peu impressionnant comme ça, mais vous inquiétez pas. Il y a un service Posez-la à ma plus. femme, elle est juste là, c'est pas grave, posez une question. Bon, en attendant que la question de JP arrive, quand on parlera avec Doha. Doha, comment est-ce que tu vois l'avenir? Tu nous as dit que tu avais ces 3, alors tu n'as pas appelé ça des métiers. Univers. Des 3 univers. Ouais. Comment est-ce que tu vois ces 3 univers s'articuler? Comment est-ce que tu vois l'avenir? Par rapport à la vidéo, surtout en fait avec les grands médias comme Paris Match, comme le Monde, etc. En fait, tout le monde maintenant s'oriente vers ce qu'on appelle les mojos, les mobiles journalisme. Et donc, toutes les vidéos que j'ai créées, c'est créées, filmées et montées via mon smartphone. Et j'ai fait ce choix pour être dans la productivité, pour être aussi dans l'efficacité et la rapidité. Je pense que pour l'instant, la tendance est vraiment faire avec le smartphone pour être plus dans la rapidité et pour être dans le moment instant présent. La deuxième chose, c'est par rapport à l'indépendance de Facebook, l'indépendance de YouTube. J'ai eu la belle blague quand j'ai lancé Miss Marketing Magazine sur Facebook la première fois. J'ai créé un logo qui est plutôt en fait sorte de fée avec sa baguette magique et c'était une fée transparente. Donc Facebook en fait il a bloqué ma page pour 3 mois parce qu'il a pensé que cette fée qui est transparente, c'est une femme nue. Et donc là, je me suis dit, c'est un signe pour moi pour être vraiment dans l'indépendance, d'avoir tout ce qui est média, d'avoir tout ce qui est outils de communication, certainement la vidéo en premier choix, de l'avoir sur Facebook, sur YouTube, en même temps sur mon site. Et prendre la vidéo, et puis faire la transcription pour avoir un article, comme ça on recycle aussi le contenu, et transformer la vidéo en audio. Comme ça, j'ai vraiment le même canal, mais avec 3 contenus, 3 supports qui sont différents. Pour moi, c'était vraiment quelque chose, je tiens vraiment à l'autonomie, l'indépendance, et ça m'a fait vraiment peur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Miss Marketing sur Facebook, alors comment je vais faire? Et notre premier réseau, c'est vraiment Facebook. Et après, donc, ça m'a fait réfléchir sur le fait, comment amener les gens du virtuel. Donc, c'est le 3e point. C'est bien le virtuel, mais aussi, en fait, les rencontres physiques, ça a notre goût, ça a une autre saveur. Et donc, de faire 2-3 rencontres, soit sous forme de masterclass, soit sous forme de navigation entre la Belgique et Paris aussi, des résidences d'écrivains, ce qu'on a fait aussi sur le Rhin, Allemagne, Luxembourg, Paris et puis la Belgique. Donc, multiplier les rencontres physiques et en même temps, rester connecté au digital, parce que c'est le monde digital aujourd'hui. Et on est dans cette vague, comme disait William, avec la 5G aussi. Et ça devient impressionnant en termes de téléchargement, en termes de Wi-Fi qu'on va trouver un peu partout. J'ai te poser une question, une petite parenthèse. Ce matin, j'ai animé un atelier sur la 4G, la 5G, tout ce qui est moyen de transmission et de faire du direct.
Je devais avoir quelqu'un de Bruxelles. Il n'a pas pu se déplacer. Et je sais que vous êtes très avancé sur les réseaux. Alors déjà, il n'y a pas de montagne au milieu, donc ça aide un petit peu. Les Ardennes, c'est 900 mètres, hein, c'est ça. Donc ça aide, et c'est en plus à l'est du pays. Mais les réseaux marchent très bien en Belgique. Les réseaux informatiques, les 4G, etc. Oui, on a presque les réseaux partout. Moi, j'habite donc pas à Bruxelles, mais à Namur. Et partout, même dans la rue, en fait, on a le réseau partout. L'objectif, c'est de rester connecté, et aussi de fournir l'information, que ce soit adapté, qu'on pourrait trouver une solution partout, surtout pour les touristes qui viennent pour la première fois visiter Namur, qu'on pourrait se brancher pour chercher une adresse ou bien trouver un endroit qui n'est pas assez facilement repérable, par exemple, sur l'ordinateur. Je te remercie. Est-ce qu'il y a une question pour Doha Majouli de Miss Marketing ou un commentaire? Quelque chose qui vous vient en tête, ou même pour JP Bonnet, ou même pour William Smith de Paris Match? Il y a déjà eu, mais... Bon, très bien. L'appétit vient en mangeant. Pour les questions, ça doit être peut-être pareil. À tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ou alors, on va aller prendre un café. Je vais passer la parole. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Parce que, enfin, concrètement, Sébastien, Influence for You, si j'étais vraiment mauvaise langue, je ne suis pas comme ça. Si j'étais vraiment mauvaise langue, je dirais, tu vends du placement produit chez les YouTubers. Alors j'en ai vendu, j'en vends encore, parce que c'est un format qui continue de marcher. Et les posts Instagram, par exemple, en image figée, on met un produit dedans et c'est un placement de produit très traditionnel. Mais de la même façon qu'on peut le retrouver dans un clip aussi, si je regarde une chaîne musicale, il y a toujours dans les clips un petit P qui m'indique qu'il y a un placement de produit. Alors, en général, avec les influenceurs, c'est plus facilement repérable que dans un clip. Et donc ça, c'est des formats effectivement qu'on continue de faire et qui vont perdurer parce que c'est simple, rapide. Et nous, on a même développé une plateforme où les marques peuvent se connecter et demander directement aux influenceurs de faire un placement de produit simple de ce type-là. Incroyable. Et nous, on a à côté de ça des chefs de projet où l'ambition d'Influence for You, c'est de se dire, il va y avoir plein de campagnes assez simples qui vont pouvoir être assez automatisées grâce à notre plateforme. Et à côté de ça, il y a des projets qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus créatifs. Là, on vient de faire une web série de 4 épisodes, de 4 fois 20 minutes, autour d'un jeu mobile. Donc on a loué un château, on a fait des costumes pour que les influenceurs soient dans l'esprit du jeu. Et derrière, il y a une production qui est faite comme ça avec ces 4 très gros influenceurs. On a généré quasiment 10 millions de vues sur l'ensemble de la campagne. Wow. Et là, c'est pas du placement de produit simple et basique, c'est carrément des vidéos dédiées. Donc c'est vraiment 100% dédié au jeu. Et les gens regardent, donc 4 x 20, ça fait 80 minutes. C'est-à-dire que les gens regardaient une pub de 80 minutes, ils ont fait les 4 épisodes, mais ils ont trouvé ça fantastique parce que on les a sortis du cliché du youtubeur qui se filme dans sa chambre avec alors aujourd'hui je vais vous parler de ça. Non, voilà, là on est sur quelque chose où on a vraiment fait vivre une super production au niveau relativement amateur, hein, c'est pas du tout les mêmes productions que ce qu'on peut voir au cinéma et tout, mais les gens ont été embarqués dans l'histoire et ils ont suivi la série comme ça. Donc ça, c'est des formats sur lesquels on va de plus en plus. Parce que, comme tout média qui devient plus mature, on va se distinguer par la qualité et par l'originalité des contenus qu'on va produire. Bon, hier, il y avait une keynote, en bon français, de Stéphane Couchou. Et Stéphane Couchou, il est stéphanois et il est youtubeur et il fait des vidéos absolument magnifiques de paysages, etc. Et Stéphane, alors c'est très facile quand tu as 100 000 personnes qui suivent ta chaîne YouTube et quand tu as 300 000 personnes qui ont vu ta dernière vidéo qui a été lancée le 25 octobre. Stéphane disait non, mais surtout ne vous arrêtez pas au nombre de vues, hein. C'est pas ça qui compte. Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, si. C'est clairement aujourd'hui les marques qui travaillent avec moi, elles le font parce qu'on va pouvoir toucher un certain nombre de personnes et c'est des personnes qui sont hyper quali. Alors il y a des chaînes qui sont très lifestyle, on va avoir un peu tout type de personnes, ça va être très grand public, ça va être un peu l'équivalent du TF1, on va dire. Et puis il y a des chaînes spécialisées sur l'histoire, il y a des chaînes qui sont spécialisées sur les booktubers qui écrivent des livres, qui racontent l'histoire du livre, comment ils l'ont vécu. Il y a des super trucs qui sont à destination notamment des lycéens qui passent leur bac de français. Et franchement, il y a des vidéos incroyables sur les grands classiques de la littérature française. Là, ok, je vais peut-être pas toucher 300 000 personnes, je vais peut-être toucher 20 000 personnes. Mais c'est 20 000 personnes qui sont fans de lecture, donc c'est hyper précis, et ça, pour une marque, ça peut avoir énormément de valeur.
Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a d'un côté la quantité, de l'autre côté, on avait parlé de la qualité. Oui, certes, mais tu parles de niche là. Moi, je parle de qualité d'audience. C'est-à-dire qu'après, je parle pas spécialement de la qualité du contenu. Il y en a qui vont être très appréciés parce qu'ils font du contenu hyper quali et d'autres qui vont être très appréciés alors qu'ils font un contenu qui est objectivement pas terrible au niveau qualitatif, mais qui s'exprime très bien, ou en tout cas ce qu'ils racontent, ça passionne les gens. Donc voilà. Mais maintenant, la marque, quand elle me contacte, si elle met un budget, c'est pas le même. Si je lui dis qu'on va toucher, on va avoir 100 000 vues sur YouTube, que si on va avoir 1 million de vues sur YouTube. Donc ça reste un critère principal. C'est pas le seul, parce qu'aujourd'hui c'est très facile sur les réseaux sociaux d'acheter des vues. Donc là encore, si on se focus uniquement sur le critère du nombre de vues, on peut parfois avoir des mauvaises surprises. C'est-à-dire que moi, je peux très bien acheter des vues sur une vidéo YouTube et la faire passer de 10 000 vues à 100 000. Mais c'est pas 100 000 abonnés de l'influenceur. C'est 100 000 personnes que j'aurais alpagué avec une pub YouTube. Donc voilà, derrière, il faut regarder aussi ce qu'on appelle des taux d'engagement, donc c'est-à-dire par rapport au nombre de vues, combien il y a de gens qui ont liké, disliké, commenté le contenu, et ça a une valeur qui est très forte. Je donne juste un exemple d'une opération qu'on a fait pour une grande enseigne de distribution qui était à l'image un petit peu vieillissante. Ils ont voulu travailler avec des influenceurs pour montrer qu'ils étaient plus jeunes, qu'ils avaient des produits sexy en vente là-bas. On a fait une vidéo avec un influenceur qui s'appelle Pierre Cross, qui est un gros youtubeur humour. Et il a fait une vidéo, 725 000 vues naturelles. Non, vraiment, on n'a pas acheté de vues, c'est que les abonnés de Pierre Cross. 25 000 likes. Et 25 000 votes et 97% des votants ont liké la vidéo. Donc on a super contenu. La marque nous a dit ah bah super, je vais refaire une deuxième opération avec ce mec-là, ça a tellement bien marché. Et lui nous a dit non, moi je viens de travailler une première fois avec eux, j'ai pas envie d'être catalogué comme étant leur égérie ou leur ambassadeur. Donc il a préféré décliner. Darty est revenu en nous disant est-ce qu'il peut nous faire dans ces cas-là une vidéo pour nous qu'on va diffuser sur notre chaîne YouTube et on va la diffuser à notre communauté et on va devoir acheter du média parce qu'il n'y a pas grand monde qui est abonné à cette enseigne. Et donc on a fait ça, le youtubeur était OK, donc il a fait sa vidéo, on l'a donnée à la marque, elle l'a mis sur sa chaîne YouTube. Comme ils avaient que 10 000 followers, et pas grand monde a vu cette vidéo-là. Du coup, ils ont acheté des vues sur YouTube, ils ont acheté pour 1,4 million de vues. D'accord, donc ils ont acheté 2 fois plus de visibilité que la visibilité organique de l'influenceur. Et là, on avait 25 000 votants tout à l'heure, on n'avait plus que 6 300 votants. Donc beaucoup moins d'engagement. Et parmi ces votants, il n'y en a que 58% qui ont aimé le contenu, versus 97%. Donc c'est ce que disait tout à l'heure sur l'organique par rapport à ce exactement. Que tu achètes. Donc et voilà, effectivement, l'engagement organique. Voilà, le nombre de vues, c'est un critère. Les marques viennent pour ça en premier lieu, mais derrière, il faut aussi regarder l'engagement des communautés. Et ça, c'est un critère qui est tout aussi important, voire plus important encore que le nombre de vues. Alors JP, très fine de nous dire un truc, mais avant que JP rebondisse, il était prof de sport, je le rappelle, messieurs, dames. Est-ce qu'il y a une question ou un commentaire pour Sébastien Bouillet de Influence for You? Je t'en prie. Alors attends. Certains disent qu'on est aujourd'hui, qu'on a atteint l'âge d'or du marketing d'influence. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça peut encore croître, comme tu le disais tout à l'heure, de 50% par an? Est-ce qu'il y a une limite, un moment à laquelle il faut s'attendre? Alors, ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que on parlait tout à l'heure des limites potentielles de Facebook, de YouTube, de gens, de la défiance qu'on peut avoir vis-à-vis des GAFA, etc. Vous le savez peut-être pas, mais il y a une myriade de réseaux sociaux, notamment chinois, qui sont en train d'arriver et qui sont juste absolument fantastiques et qui sont beaucoup plus avancés encore que tous les réseaux sociaux actuels. Et ce qu'on a vu nous, c'est qu'au début on travaillait qu'avec des YouTubeurs, puis à un moment Instagram a commencé à vraiment se développer, donc ils ont dit coucou, je suis aussi présent sur Instagram. Bref, leur audience est allée sur Instagram et les a suivis. Après, ils ont dit je suis aussi sur Snapchat et sur Pinterest et sur TikTok, etc. Donc déjà, en ce qui concerne la partie réseaux sociaux, quand bien même ils évolueraient, certains fermeraient et d'autres ouvriraient, les influenceurs sont assez agnostiques au réseau et leur communauté les suit sous différents formats. Donc déjà, pour moi, c'est pas une barrière. Après, le deuxième élément, c'est quelle est la confiance qu'on accorde à ces gens-là. Et nous, on travaille énormément, on fait des séminaires, on travaille avec l'ARPP, qui est l'autorité de régulation des professionnels de la pub, pour faire en sorte que surtout, on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. C'est-à-dire que si demain, tous les influenceurs deviennent des hommes sandwich, c'est fini. Parce que les gens, ils ne viennent pas sur les réseaux pour ça. Les gens, ils viennent pour écouter des histoires et être conseillés, être informés par des dénicheurs de tendances. Et pour moi, les influenceurs, c'est ça. Donc tant qu'on reste
sur ce volet-là, je raconte une histoire authentique, que je commence pas à parler d'un truc qui me plaît pas, parce que si c'est ça, c'est la mort de mon business demain. Donc nous, on fait attention à ça. Après, je suis pas devin. Tout ce que je vois, c'est que Estée Lauder a annoncé il y a 3 mois qu'ils allaient dépenser 75% de leur budget de marketing l'an prochain en influence marketing. Bon, bah déjà, ça veut dire que si une marque comme ça fait ça, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel énorme. Toutes les marques commencent à avoir des influence marketing managers au sein des boîtes, donc ça se structure, c'est plus juste un effet de mode. Et puis derrière, on voit aussi que les audiences ne faiblissent pas et que aujourd'hui, si vous avez moins de 35 ans, vous croyez donc, alors je fais exprès de caricaturer un peu, mais vous croyez plus les hommes politiques, les journalistes, les profs. Vous croyez un mec ou une nana qui est dans sa chambre. Vous aimez plus la pub qu'on vous présente, vous achetez plus les magazines. Quand vous êtes sur Internet, vous êtes équipé à 60% de adblock, c'est-à-dire que quand bien même on essaye de vous toucher, on n'y arrive pas. Et les adblocks sont arrivés sur mobile maintenant, donc on ne voit plus de pub. Donc aussi, les influenceurs sont un moyen de contourner toutes ces technologies publicitaires. Il nous reste 5 minutes. Merci Sébastien, magnifique éclairage. On a une question au 2e rang. Et alors, surtout, tu ne pars pas sans nous donner la vidéo. Hein. Non, je suis très sérieux. Tu ne quittes pas le bâtiment. J'ai prévenu la sécurité. D'ailleurs, on va piquer le smartphone directement. Ah ouais, carrément. Donc, c'est une question un peu générale de méthodologie. En fait, je vais vous parler un petit peu de mon cas et surtout de mes échecs. Dans un premier temps, je suis avant tout filmmaker, pas du tout youtubeur aujourd'hui. J'ai ouvert une page YouTube il y a quelques temps pour une association amazonienne que je préside. J'ai commencé par faire une page Facebook Cause où j'ai réussi à inviter personne dessus. Il n'y avait pas du tout de followers. Après, j'ai fait une page, par exemple, perso, où on est limité au nombre de personnes, mais très vite, on pourrait avoir quand même quelques milliers. Sur une autre page, par exemple, plus on musicale. A 4 minutes, là. Ouais, mais il n'y a pas de problème, j'essaie d'aller vite. Pour vous donner quelques cas pratiques, une page un peu plus musicale où voilà, ça commençait un petit peu à décoller, il y avait des revenus de monétisation. Mais l'un des artistes a fait des reprises, quelqu'un a cliqué en disant que c'était des droits, alors que là, ils étaient respectés en l'occurrence. Oui. Mais la page a été fermée. Actuellement, je suis en train de lancer une nouvelle page, donc Informal Press, qui est un petit peu sur le modèle de Line Press pour laquelle je travaille en tant que Mojo, avec une petite équipe de journalistes. Aujourd'hui, quelles sont un petit peu les techniques pour avoir quel type de page on va utiliser sur Facebook ou sur... Comment est-ce qu'on démarre sur YouTube, sur Insta, sur Vimeo éventuellement? Donc JP nous fait la version 30 secondes. T'as pas le choix, il faut que tu fasses de la pub. Sauf que il y a faire de la pub et faire de la pub. Il faut que tu engages quelqu'un qui est spécialiste dans les audiences et que tu ailles toucher à travers ta pub. Et c'est ce qu'on peut faire sur YouTube aussi maintenant, très très précisément. Au lieu d'acheter des vues, tu vas aller toucher des audiences qui correspondent à ce que tu fais. Donc ce sera des bonnes vues achetées. Et c'est la même chose sur Facebook. Mais il y a besoin que tu t'entoures de quelqu'un qui va savoir te créer des audiences qui vont être touchées par ce que tu diffuses et qui vont venir adhérer à ta cause. Ça, c'est indispensable. Ouais. Une autre chose, ça n'a rien à voir. En fait, moi, j'ai jamais fait de pub payante, par exemple, mais je pense vraiment ce qui va faire la différence, c'est la personnalité, c'est le rythme aussi. Si c'est vraiment la vidéo, ça reflète votre personnalité, vous pouvez donner du contenu, ça ira, et les gens vont vous suivre. Après, vous pouvez faire de la pub, mais vous allez toujours être dépendant de la pub. C'est plutôt en fait se concentrer sur le contenu et la personnalité. Qu'est-ce qu'on a envie de partager? William, le mot de la fin? Par rapport à notre ami ou d'autres mots de la fin qui pourrait d'ailleurs ça pourrait d'ailleurs peut-être résumer un peu pas mal de choses. C'est vrai que par exemple, pour la partie presse, tu m'as dit que tu avais des journalistes qui essayaient de faire du mojo, etc. Je pense que le secret de toute façon c'est de se distinguer, c'est d'être dans une niche. Donc si tu dois couvrir quelque chose dans une actualité, il ne faut pas couvrir toute l'actualité, couvrir peut-être un sujet très spécifique. C'est le premier conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé à être journaliste, c'est-à-dire concentre-toi sur un truc très spécifique, un nom particulier. Et c'est comme ça que tu vas créer du réseau, que tu vas créer un public, une communauté qui va te suivre. C'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour toi. Donc de toute façon, dans cette espèce d'environnement ultra concurrentiel, il faut se distinguer. De toute façon, on est abreuvé d'images en permanence, donc il faut trouver le truc différent des autres. Mais c'est vrai qu'après, il y a des artifices, on peut se faire aider. Les réseaux sociaux, en tout cas, je pense que c'est au-delà du média traditionnel, c'est vrai que c'est un outil absolument exceptionnel à ce niveau-là pour se faire connaître, de toute façon. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que tu dis est vrai. C'est ce que j'ai commencé à faire. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de followers. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Tu dois te distinguer et en même temps, tu dois savoir te promouvoir. C'est
c'est parce qu'on est nombreux. Il y a ce que on appelle le bruit. Il y a énormément de bruit sur YouTube et sur Facebook. Et si vous ne dénotez pas du bruit, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous aide, il y a énormément de gens qui nous ont dit « Oh là là, qu'est-ce que je suis content d'être tombé sur votre post Facebook ». C'était un post sponsorisé. Ces gens nous remercient d'être tombés dessus, donc il n'y a pas de problème. C'est ce qu'aujourd'hui, on est nombreux à faire de la qualité. Est-ce que tu affiches quand même à ton public que c'est des contenus sponsorisés ? Ah bah j'ai pas besoin, Facebook s'en charge. Parce que c'est important aussi de pas... Mais c'est marqué sponsorisé en dessous. C'est transparent. Voilà. Mais il y a des gens qui nous ont C'est dit, marqué. et je leur ai dit, mais remercie-moi pas, remercie Facebook, parce que c'est parce que j'ai sponsorisé cette vidéo où on parlait des 5 erreurs du jeune que tu as pu venir faire ces 7 jours et qu'aujourd'hui tu es dans notre programme et que tu es content de ce que tu as. Eh bien, Pas diaboliser la pub. moi, je voudrais remercier nos 4 intervenants. Et je voudrais remercier vous qui êtes dans le public, qui êtes venus au Satis. C'est un magnifique événement. Je suis très heureux qu'on puisse aussi l'encourager. Je voudrais remercier Stéphane, Nathalie, les organisateurs, toutes les équipes techniques. Et écoutez, merci à vous tous et toutes. Merci à toi François. Merci beaucoup.